La tache de café sur le sol était toujours là quand je suis revenu. 3 ans ont passé et cette marque demeure exactement comme je l'ai laissée. C'est étrange comme certaines choses persistent, tandis que d'autres vous sont arrachées sans préavis. Ma fille avait à peine 2 ans quand on me l'a enlevée, quand on m'a éloigné d'elle. Tout cela à cause de mots. Des mots faux, mais suffisamment puissants pour détruire tout ce que j'aimais le plus. Hast du jemals gefühlt, wie es ist, wenn dein ganzes Leben durch eine Lüge zerstört wird? Eine so schreckliche Lüge, dass du selbst, nachdem sie als falsch bewiesen wurde, für immer als schuldig markiert bleibst? Mon nom est Mathieu. J'ai 25 ans. Je suis assis maintenant sur cette place vide parce que parfois c'est le seul endroit où je peux respirer sans sentir tous les regards sur moi. Même après que la vérité ait éclaté, même après ma libération, les gens me regardent encore comme si j'étais un monstre. J'ai passé 2 ans dans un centre de détention pour quelque chose que je n'ai jamais fait. 2 ans loin de ma fille à cause d'une accusation inventée par sa propre mère, mon ex-petite amie, Élodie. Une accusation si répugnante que j'ai encore du mal à prononcer les mots. Elle a dit que j'avais abusé de notre propre fille, notre bébé de seulement 2 ans. Comprends-tu le niveau de cruauté? Comprends-tu ce que c'est d'être accusé de blesser la personne que tu aimes le plus au monde? Celle que tu as juré de protéger de ta propre vie? Quand je suis sorti du centre de détention il y a quelques mois, j'ai réalisé que ma véritable sentence ne faisait que commencer. L'accusation peut avoir été prouvée fausse, mais la stigmatisation ne disparaît jamais complètement. Avant de raconter comment tout s'est passé, avant d'expliquer comment une dispute s'est transformée en mon pire cauchemar, je veux que tu saches que je ne suis pas une victime parfaite. J'ai commis des erreurs, j'ai été têtu. Parfois, j'ai perdu patience. Mais jamais, à aucun moment de ma vie, je n'aurais fait de mal à ma fille. Elle était et reste la raison pour laquelle je me réveille chaque jour. Si tu prêtes vraiment attention à mon histoire, si tu peux ressentir un peu du désespoir dans mes mots, j'ai besoin que tu mettes un j'aime à cette vidéo maintenant, que tu t'abonnes à la chaîne Témoignages traumatiques, que tu actives la cloche et que tu commentes d'où tu regardes ceci. Ce n'est pas juste une autre histoire pour te divertir quelques minutes. C'est ma vie. Et en commentant, tu me montres qu'il existe des personnes prêtes à écouter l'autre version, à écouter la vérité qui a été réduite au silence pendant si longtemps. Ce que je vais raconter maintenant expliquera comment un jeune homme ordinaire avec des rêves ordinaires s'est retrouvé étiqueté avec la pire accusation possible. Comment un mensonge dit dans la chaleur de la haine peut détruire non seulement une vie, mais plusieurs vies en même temps. Comment le système qui devrait protéger les innocents peut être facilement manipulé par quelqu'un déterminé à causer du tort. Et peut-être, juste peut-être, mon histoire te fera réfléchir à 2 fois avant de croire des accusations sans preuve. Parce que les mots ont du pouvoir et les mensonges ont des conséquences. Tout a commencé de manière ordinaire, comme tant d'autres histoires. J'ai rencontré Élodie quand nous avions tous les deux 20 ans, travaillant dans le même supermarché au centre de Lyon. Moi à l'entrepôt, elle à la caisse. Ce n'était pas une romance cinématographique. Juste 2 jeunes qui se sont attirés et ont commencé à sortir ensemble. Je vivais encore avec mes parents, terminant une formation technique en électronique. Elle vivait avec une tante après que ses parents aient déménagé dans une autre région. Élodie était jolie, bavarde, pleine d'énergie. Le genre de personne qui entre dans une pièce et que tout le monde remarque. Cela m'a attiré dès le début, car j'ai toujours été plus réservé. Durant les premiers mois, tout était parfait. Nous sortions en soirée, nous passions des week-ends entiers ensemble. Nous faisions des projets normaux de jeunes ordinaires. Peut-être un voyage, peut-être vivre ensemble un jour. Ce que je n'ai pas remarqué durant ces premiers mois, c'était les petits signes. Comment son humeur pouvait changer drastiquement d'un moment à l'autre. Comment elle pouvait rire et, secondes plus tard, entrer dans une discussion intense pour quelque chose de minime. À ce moment-là, je l'attribuais à son tempérament fort, à sa personnalité intense. Mes amis ont essayé de me prévenir. Mais qui écoute les conseils quand il est amoureux? 3 mois après avoir commencé à sortir ensemble, Élodie m'a dit qu'elle était enceinte. C'était un choc pour nous deux. Ce n'était pas prévu, nous n'étions pas prêts. Elle a immédiatement parlé de ne pas garder le bébé. Elle a dit que nous étions trop jeunes, que nous avions des projets, qu'elle n'était pas prête à être mère. Mais quelque chose en moi s'est transformé à ce moment-là. L'idée d'avoir un enfant, d'élever une personne, d'être père. Cela a touché quelque chose de profond que je ne savais même pas exister. Je lui ai demandé de reconsidérer. J'ai promis que j'assumerais toutes les responsabilités, que je m'occuperais de tout.
qu'elle n'aurait pas besoin de sacrifier ses rêves. Après beaucoup de conversations, beaucoup de larmes et quelques disputes, elle a accepté de poursuivre la grossesse. Mes parents ont été déçus au début, mais ils m'ont vite soutenu. Ses parents, même à distance, ont aussi accepté. La tante d'Élodie a offert sa maison pour que nous vivions ensemble, car elle avait une chambre supplémentaire. J'ai quitté la maison de mes parents et nous avons emménagé. J'ai commencé à travailler à plein temps, laissant la formation technique pour plus tard. Pendant la grossesse, les sautes d'humeur d'Élodie se sont intensifiées. Les médecins ont dit que c'était normal, c'étaient les hormones. Elle passait de l'euphorie à une profonde dépression en quelques heures. Parfois, elle m'accusait de ne plus l'aimer, d'être avec elle seulement pour le bébé. D'autres fois, elle disait que j'étais le meilleur homme au monde, qu'elle avait de la chance de m'avoir. Notre fille Emma est née à l'aube d'un jour de mars. Ce fut le moment le plus incroyable de ma vie. Quand l'infirmière l'a mise dans mes bras, j'ai silencieusement promis que je ferais n'importe quoi pour elle, qu'elle serait toujours ma priorité. Durant les premiers mois, tout semblait bien se passer. Élodie s'est adaptée à la maternité mieux que nous l'espérions. Je travaillais pendant la journée et je m'occupais d'Emma la nuit pour qu'Élodie puisse se reposer. C'était épuisant, mais voir ma fille grandir, commencer à sourire, reconnaître ma voix, tout en valait la peine. C'est quand Emma a eu 6 mois que les choses ont commencé à vraiment se détériorer. Élodie a commencé à avoir des crises de larmes sans raison apparente. Elle s'irritait quand Emma pleurait. Elle se plaignait constamment de fatigue. Initialement, j'ai pensé que c'était une dépression postpartum tardive et j'ai suggéré que nous cherchions de l'aide. Elle a refusé véhémentement. Elle a dit que j'insinuais qu'elle était folle, qu'elle était une mauvaise mère. Notre première grande dispute a eu lieu à cette époque. Elle a lancé une assiette contre le mur, si près de ma tête que j'ai senti des fragments dans mes cheveux. Emma était dans son berceau, dans la chambre à côté, et a commencé à pleurer avec le bruit. Quand je suis allé la calmer, Élodie a crié que je choisissais toujours le bébé plutôt qu'elle. La tante d'Élodie, Madame Moreau, a commencé à intervenir davantage. Elle avait de l'expérience comme infirmière technique et a suggéré qu'Élodie consulte un psychiatre. Après beaucoup d'insistance, elle a finalement accepté. Elle a été diagnostiquée avec un trouble bipolaire. Le médecin a expliqué qu'elle avait probablement déjà la condition avant, mais que la grossesse et les nouvelles responsabilités avaient intensifié les symptômes. Avec le diagnostic et la médication, nous avons eu quelques mois de paix relative. Élodie semblait plus stable, plus présente. Nous avons célébré le premier anniversaire d'Emma avec une petite fête. J'ai pris des photos d'elle barbouillée de gâteaux, faisant ses premiers pas incertains. Nous pensions que le pire était passé. Mais alors Élodie a commencé à sauter des doses de médicaments. Elle disait que les médicaments la laissaient morte à l'intérieur, qu'elle ne pouvait rien ressentir. Quand j'ai essayé d'insister sur l'importance du traitement, elle m'a accusé de vouloir la contrôler, de la traiter comme une invalide. Les disputes sont revenues, de plus en plus intenses. Elle cassait des choses, criait, sortait de la maison et revenait des heures plus tard sans dire où elle avait été. Le pire était que beaucoup de ces disputes avaient lieu devant Emma. Je voyais la peur dans les yeux de ma fille quand Élodie criait. J'ai commencé à vraiment m'inquiéter, pas seulement pour notre relation, mais pour le bien-être de ma fille. Quand Emma avait 1 an et 8 mois, j'ai suggéré à Élodie que nous devrions nous séparer. J'ai dit que nous pourrions partager la garde, qu'elle pourrait poursuivre son traitement sans la pression de maintenir notre relation. J'ai proposé que je pourrais avoir la garde principale d'Emma pendant qu'Élodie se stabilisait. Cette suggestion a déclenché la pire crise jusqu'alors. Elle m'a accusé de vouloir lui voler sa fille, d'avoir planifié cela depuis le début. Elle a dit que je ne l'avais jamais aimée, que je voulais juste une famille parce que ma propre enfance avait été problématique, ce qui n'était même pas vrai. La discussion a escaladé jusqu'à ce qu'elle commence à me lancer des objets. Quand j'ai essayé de la contenir en tenant ses bras pour qu'elle arrête de lancer des choses, elle a crié que je lui faisais mal. Madame Moreau est entrée dans l'appartement à ce moment-là, alertée par les cris. Elle a vu Élodie avec les bras rougis là où je l'avais tenue et a immédiatement supposé le pire. J'ai demandé qu'elle se calme, qu'elle écoute mon côté, mais Élodie a profité de la présence de sa tante pour amplifier ses accusations. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé. Emma a pleuré plusieurs fois pendant la nuit, mais chaque fois que j'ai essayé d'aller jusqu'à elle, j'ai trouvé la porte de la chambre fermée à clé. Élodie criait à travers la porte que je devais partir, qu'elle ne me voulait plus là. Le lendemain matin, quand j'ai finalement pu voir Emma, j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle avait une marque violette sur le bras, de la taille d'un pouce adulte.
Quand j'ai demandé à Élodie ce qui s'était passé, elle a éludé la question. Elle a dit qu'Emma s'était cognée dans son lit pendant qu'elle dormait. C'était la limite pour moi. J'ai pris Emma dans mes bras. J'ai dit à Élodie que j'emmenais notre fille passer la journée chez mes parents et que nous parlerions plus tard. Elle a essayé de m'en empêcher. Elle a attrapé mon bras avec tant de force que ses ongles ont laissé des marques. J'ai quand même réussi à sortir. Chez mes parents, je me suis effondré. Je leur ai raconté les crises, le diagnostic, la médication irrégulière, les disputes, la marque sur le bras d'Emma. Ma mère, qui avait toujours eu des réserves concernant Élodie, a suggéré que je ne retourne pas dans cette maison, que je cherche une aide juridique pour obtenir la garde d'Emma. C'était mon erreur. J'aurais dû suivre son conseil immédiatement. Mais je croyais encore que je pourrais résoudre la situation, qu'Élodie avait juste besoin d'aide, que nous pourrions trouver un arrangement qui fonctionnerait pour tous. Je suis retourné à l'appartement ce soir-là, après avoir laissé Emma avec mes parents. Je m'attendais à une discussion, plus de cris, peut-être plus d'objets cassés. Mais ce que j'ai trouvé était pire. Bien pire. Quand je suis arrivé à l'appartement, Élodie était assise calmement sur le canapé. Ce calme était plus terrifiant que n'importe quel cri. Elle m'a regardé avec une haine froide dans les yeux. « Et si tu essaies de me prendre ma fille, je ferai en sorte que tu le regrettes pour le reste de ta vie. » J'ai essayé de garder mon calme. J'ai expliqué que je ne voulais pas lui prendre Emma, juste m'assurer que notre fille soit en sécurité et heureuse, que nous pourrions trouver un arrangement qui fonctionnerait pour tous. J'ai suggéré une thérapie familiale, une médiation, n'importe quoi qui aiderait à résoudre la situation pacifiquement. Élodie a ri. Un rire vide, sans humour. « Tu penses vraiment que tu es si parfait? Le père exemplaire? Tu crois que quelqu'un te croira toi plutôt que moi ?» Ces mots m'ont donné des frissons, mais je ne comprenais toujours pas ce qui allait arriver. J'ai dit que j'irais chercher Emma le lendemain, que peut-être ce serait mieux de passer quelques jours séparés pour laisser les têtes se refroidir. Élodie a simplement acquiescé, toujours avec ce sourire étrange sur son visage. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel qui changerait ma vie pour toujours. C'était de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Une assistante sociale avec une voix formelle et froide. Elle m'a informé qu'ils avaient reçu une dénonciation grave contre moi, que je devais me présenter immédiatement pour donner des explications. Quand j'ai demandé quelle était l'accusation, elle a hésité. Et puis elle a dit à voix basse : « L'acte terrible contre votre fille, monsieur. » Le monde s'est arrêté. Littéralement arrêté. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas penser. Les mots semblaient n'avoir aucun sens, comme s'ils étaient dans une autre langue. Quand j'ai finalement pu parler, ma voix est sortie étranglée. C'est un mensonge. C'est un mensonge complet. L'assistante sociale a seulement répondu que je devrais me présenter avec un avocat, si possible. J'ai raccroché le téléphone et j'ai vomi la même au milieu du salon de mes parents. Dans les jours suivants, j'ai découvert ce qu'Élodie avait fait. Elle est allée au commissariat le matin après notre dispute, avec Emma dans les bras. Elle a dit aux policiers qu'elle avait découvert des choses horribles se produisant quand je restais seul avec notre fille, qu'elle avait remarqué des comportements étranges chez Emma, irritation et rougeur dans certaines parties du corps, pleurs quand je m'approchais. Elle a dit que quand elle m'a confronté, je suis devenu agressif et j'ai menacé de la blesser pour prouver son histoire. Elle a montré les marques sur ses propres bras où je l'avais tenue pour l'empêcher de continuer à casser des choses. Elle a montré la marque violette sur le bras d'Emma qu'elle avait probablement causée elle-même. Et puis, le coup final. Elle a présenté un journal supposément écrit par elle pendant des mois, détaillant ses soupçons croissants sur mon comportement avec Emma. Un journal complètement fabriqué, bien sûr, plein d'observations et d'incidents qui ne se sont jamais produits, mais écrit avec une précision calculée, avec des dates, des horaires, de petits détails qui donnaient de la vraisemblance à son mensonge monstrueux. La machinerie du système a commencé à fonctionner immédiatement. Emma a été emmenée pour des examens. J'ai été convoqué pour témoigner. L'appartement où nous vivions a été fouillé. Mes parents ont été interrogés. Ma vie entière a été exposée et analysée par des étrangers cherchant des signes d'une perversion qui n'a jamais existé. Les résultats des examens physiques d'Emma n'ont montré aucune preuve contre moi. Mais cela n'a pas suffi à classer l'affaire. Les autorités ont argumenté que tous les cas comme celui-ci ne laissent pas de marques physiques. Élodie a continué à alimenter l'accusation, ajoutant de nouveaux détails à chaque déclaration. Madame Moreau, tante d'Élodie, a initialement soutenu sa nièce. Elle m'avait vu tenir les bras d'Élodie pendant cette dispute. Elle avait vu la marque sur le bras d'Emma.
Ces pièces s'intégraient dans le récit qu'Élodie était en train de construire. Elle a témoigné qu'elle avait toujours trouvé étrange à quel point j'insistais pour changer les couches d'Emma, pour la baigner, pour la mettre au lit. Des activités normales de n'importe quel père ont été transformées en preuves de comportement suspect. Mon intérêt à prendre soin de ma propre fille a été déformé pour paraître sinistre. Pendant que le processus suivait son cours, il m'a été interdit de voir Emma. La garde provisoire a été accordée à Élodie avec des visites supervisées par la grand-mère maternelle qui est venue de Marseille pour soutenir sa fille pendant la crise. Les visites supervisées étaient de petits moments de torture. Emma, qui auparavant courait dans mes bras quand elle me voyait, semblait maintenant confuse et distante. Avec à peine 2 ans, elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais percevait que quelque chose n'allait pas. Parfois, quand j'arrivais, elle se cachait derrière sa grand-mère, me regardant avec méfiance. Cela me détruisait intérieurement. Je savais qu'Élodie et sa mère manipulaient Emma, lui disant des choses sur moi, plantant des peurs dans sa petite tête. Mais je ne pouvais pas le prouver. Je ne pouvais rien faire d'autre que d'essayer de montrer à ma fille, dans les quelques minutes que nous avions ensemble, que j'étais toujours le même père qui l'aimait plus que tout. Le processus judiciaire s'est traîné pendant des mois. J'ai perdu mon emploi. Personne ne veut d'un supposé abuseur d'enfants travaillant dans son entreprise. Même si les accusations n'ont pas encore été prouvées. Mes soi-disant amis ont disparu. Les rares fois où je sortais de la maison, je sentais les regards, les chuchotements. Dans une ville comme la nôtre, des nouvelles comme celle-ci se répandent comme un feu. Mes parents ont dépensé toutes leurs économies en engageant un avocat. Un homme bon qui a cru en mon innocence dès le premier jour. Il a travaillé sans relâche en analysant chaque détail de l'affaire, cherchant des incohérences dans le récit d'Élodie, réunissant des preuves de son historique d'instabilité émotionnelle. 6 mois après l'accusation initiale, quand j'avais déjà perdu espoir, le premier tournant s'est produit. Madame Moreau, la tante d'Élodie, a cherché mon avocat. Elle était perturbée, confuse. Elle a dit qu'elle avait commencé à remarquer des comportements étranges chez Élodie, qu'elle l'avait entendu répéter des déclarations dans la salle de bain, qu'elle l'avait surprise en train d'orienter Emma sur quoi dire au psychologue qui l'évaluait. Plus important, Madame Moreau a trouvé le véritable journal d'Élodie, pas celui présenté à la police, mais un cahier caché au fond d'un tiroir où Élodie écrivait ses véritables pensées. Il n'y avait aucune mention de soupçon de maltraitance. Au contraire, il y avait des pages et des pages de rage contre moi pour préférer Emma, pour menacer de lui prendre sa fille, pour la faire paraître une mère inadéquate. Et puis, la phrase qui scellerait l'affaire, « Il regrettera d'avoir essayé de me prendre Emma. Je ferai quelque chose qui ruinera sa vie pour toujours, quelque chose que personne ne pardonne jamais. » Madame Moreau a remis le journal à mon avocat, qui l'a immédiatement présenté comme preuve. Mais le système judiciaire est lent. Les roues étaient déjà en mouvement. Même avec cette nouvelle preuve, l'accusation a suivi son cours. C'est quand Élodie a commis une erreur. Frustrée par le retard du processus, irritée par les doutes qui commençaient à surgir sur sa version, elle a augmenté la mise. Elle a présenté de nouveaux témoignages d'Emma, des phrases supposées que l'enfant aurait dites sur des choses que j'aurais faites. Elle a décrit des comportements inappropriés qu'Emma présenterait. Elle est allée jusqu'à alléguer qu'elle avait trouvé des dessins perturbants faits par l'enfant. Mais Emma avait à peine 2 ans et demi. À cet âge, elle pouvait à peine tenir un crayon, encore moins faire des dessins reconnaissables. Les psychologues pour enfants qui l'accompagnaient n'avaient remarqué aucun des comportements décrits par Élodie. Les incohérences ont commencé à s'accumuler. Et puis, le coup final. Lors d'une des visites supervisées, avec la grand-mère d'Emma distraite au téléphone, j'ai réussi à avoir quelques minutes seule avec ma fille. Pas pour faire quoi que ce soit de mal, juste pour avoir un moment de connexion réelle. Sans regard vigilant. Emma était montée sur mes genoux, comme elle le faisait avant que tout cela ne commence. J'ai placé ses cheveux derrière son oreille et je lui ai demandé si elle allait bien, si quelqu'un lui avait fait du mal. Je n'attendais pas une réponse cohérente. Elle était très petite. Mais ce qu'elle a dit m'a brisé le cœur. Maman dit que tu es méchant. Maman dit que je dois dire que tu me fais mal, mais tu ne me fais pas mal. Pourquoi je ne peux pas rentrer à la maison? Une phrase simple, enfantine, brisée, mais suffisamment claire. D'une certaine manière, j'ai eu la présence d'esprit de prendre mon téléphone portable et d'enregistrer le reste de notre brève conversation. Emma a répété dans son langage d'enfant de 2 ans ce qu'Élodie lui enseignait à dire. Cet enregistrement est devenu la pièce centrale de la défense. Le juge a ordonné une nouvelle évaluation psychologique d'Emma.
cette fois avec des spécialistes indépendants. Il a également ordonné une évaluation psychiatrique d'Élodie. Et avec ces nouvelles preuves, le mensonge qui avait ruiné ma vie a finalement commencé à s'effondrer. Mais le mal était déjà fait. 1 an et demi. J'avais passé 1 an et demi loin de ma fille pendant ces années formatrices. 1 an et demi à porter l'étiquette la plus méprisable qu'un homme puisse porter. Même avec toutes les preuves indiquant mon innocence, même avec Élodie commençant à se contredire dans ses déclarations, même avec les spécialistes concluant qu'il n'y avait absolument aucun indice de maltraitance. Le procureur a poursuivi l'affaire. À la fin, c'était mieux de prévenir que de guérir quand il s'agissait de la sécurité d'une enfant, a-t-il argumenté. C'est ainsi que je me suis retrouvé au centre de détention, préventivement pour garantir la sécurité d'Emma pendant que l'affaire se concluait. 2 mois qui se sont transformés en 2 ans d'enfer. Le jour où j'ai été emmené au centre de détention est marqué dans mon esprit avec une clarté douloureuse. C'était un mardi au ciel gris. Ma mère pleurait silencieusement sur le siège arrière de la voiture, pendant que mon père conduisait jusqu'au tribunal. Mon avocat essayait de me donner de l'espoir, disant que c'était seulement temporaire, que bientôt la vérité éclaterait. J'étais dans un état de choc et d'incrédulité. Comment cela pouvait-il m'arriver? Comment le système pouvait-il échouer si complètement à voir la vérité? J'étais emmené comme un criminel? Quand le seul crime que j'avais commis était d'aimer ma fille et de vouloir la protéger? Dans le centre de détention, la réalité de ma situation m'a frappé de toute sa force. J'ai été soumis à l'humiliation de l'enregistrement, du changement de vêtements, des questions invasives. Le pire a été quand ils ont demandé pour quel crime j'étais là. Dans l'univers carcéral, il n'existe pas de place plus basse qu'un abuseur d'enfants. Pour ma sécurité, j'ai été placé dans une zone séparée, avec d'autres détenus accusés de crimes similaires. Certains vraiment coupables, d'autres peut-être aussi innocents que moi. Là-dedans, tous affirmaient leur innocence. Qui nous croirait? Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois. Mon affaire continuait à se traîner dans les tribunaux. Chaque nouvelle audience apportait un petit espoir, vite écrasé par plus de reports. Plus de demandes d'examen, plus d'évaluation. Mon avocat apportait des nouvelles de l'extérieur. Élodie continuait sa farce, mais commençait à montrer des fissures. Dans une des déclarations, elle s'est contredite tant de fois que le juge lui-même a montré de l'irritation. La grand-mère maternelle d'Emma, qui soutenait initialement Élodie inconditionnellement, a commencé à exprimer des doutes. Emma, maintenant âgée de presque 3 ans, présentait des problèmes de comportement. Agressivité, régression, cauchemars fréquents. Les psychologues l'attribuaient non pas à une maltraitance que j'aurais commise, mais à l'environnement émotionnellement instable qu'Élodie créait. J'ai essayé de garder ma santé mentale comme je pouvais. Je lisais beaucoup, n'importe quel livre que je trouvais dans la petite bibliothèque. Je faisais de l'exercice de façon obsessionnelle dans la cour pendant la période de soleil. J'évitais les conflits, je gardais la tête basse. La nuit, dans l'obscurité de la cellule, je me permettais de pleurer silencieusement en pensant à Emma, imaginant combien elle grandissait, combien je manquais de son enfance. Après presque 1 an de détention, j'ai reçu la visite qui changerait tout. Ce n'était pas mon avocat ou mes parents, comme je l'attendais, c'était Madame Moreau, la tante d'Élodie. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans, les yeux enfoncés, les mains tremblantes. Elle m'a raconté que la situation avait empiré drastiquement. Élodie avait complètement arrêté les médicaments et avait des épisodes psychotiques. Dans l'un de ces épisodes, elle a blessé Emma. Pas gravement, mais suffisamment pour que les voisins appellent la police en entendant les cris de l'enfant. Emma a été temporairement retirée du foyer et placée sous les soins de la grand-mère maternelle. Élodie a été internée involontairement dans une clinique psychiatrique. Et pendant cet internement, dans un moment de clarté ou peut-être de remords, elle a confessé à l'un des médecins qu'elle avait inventé toute l'histoire de maltraitance. Le médecin, tenu par le secret professionnel, ne pouvait pas utiliser cette confession directement, mais a orienté Élodie à dire la vérité aux autorités. Elle a refusé. Elle a préféré maintenir le mensonge plutôt que d'admettre ce qu'elle avait fait. C'est alors que Madame Moreau a pris sa décision. Elle ne pouvait plus rester silencieuse en voyant une enfant innocente et un homme innocent souffrir. Elle a de nouveau cherché mon avocat et cette fois s'est offerte à témoigner au procès. Elle raconterait tout ce qu'elle avait vu, tout ce qu'elle savait sur l'état mental d'Élodie, sur son obsession du contrôle, sur sa colère quand elle sentait qu'elle perdrait sa fille. Mais le système est lent, terriblement lent. Même avec ce nouveau témoignage, même avec Élodie internée,
même avec tous les signes pointant vers mon innocence, le processus a continué à se traîner. C'est pendant cette période que quelque chose en moi s'est brisé. Pas de façon violente ou explosive. Ce fut une rupture silencieuse, comme de la glace fine se brisant sous une pression constante. J'ai réalisé que, même si j'étais acquitté, même si la vérité était finalement reconnue, quelque chose avait été perdu irrémédiablement. Ma relation avec Emma, ces années cruciales de son enfance, ma réputation, ma confiance dans le système, ma foi dans les personnes. Tout cela était endommagé, peut-être de façon permanente. Pendant ce temps au centre de détention, j'écrivais des lettres pour Emma, des lettres que je savais qu'elle ne lirait pas. Elle était trop petite et personne ne les lui remettrait. Mais j'avais besoin de ce rituel, de cette connexion, même si elle était unilatérale. Je lui racontais ma journée, lui demandais la sienne, dessinais de petits bonhommes bâtons dans les marges. Je gardais toutes ces lettres dans un dossier, rêvant du jour où je pourrais les lui remettre. Quand elle serait plus grande et pourrait comprendre ce qui s'était passé. Au début de la 2e année de détention, il y a enfin eu un mouvement significatif dans l'affaire. Le juge, frustré par les reports constants et les preuves de plus en plus claires de fabrication de preuves, a ordonné une résolution rapide du processus. Des audiences consécutives ont été programmées avec toutes les personnes impliquées. Élodie, toujours internée, mais considérée comme suffisamment lucide pour témoigner. Elle a été confrontée à toutes les incohérences de son récit, aux témoignages de Madame Moreau, aux évaluations psychologiques d'Emma, qui n'indiquaient absolument aucun signe de maltraitance. Et alors, elle s'est finalement effondrée. Au milieu de l'audience, elle a commencé à pleurer de façon incontrôlable. Entre les sanglots, elle a admis qu'elle avait tout inventé, qu'elle n'avait jamais vraiment cru que j'avais blessé Emma, qu'elle l'avait fait parce qu'elle était en colère, parce qu'elle avait peur de perdre la garde de sa fille, parce qu'elle voulait me punir de l'abandonner. Son avocat a essayé d'interrompre la confession, alléguant qu'elle n'était pas mentalement stable pour témoigner. Mais c'était trop tard. La vérité était finalement enregistrée dans les procès-verbaux. Le juge, visiblement perturbé par le tournant de l'affaire, a ordonné ma libération immédiate, a émis une déclaration formelle reconnaissant ma complète innocence. Il a déterminé qu'Élodie répondrait de dénonciations calomnieuses et faux témoignages, en plus de déterminer qu'elle continuerait le traitement psychiatrique comme condition pour tout contact futur avec Emma. La garde provisoire d'Emma a été accordée à mes parents, avec l'orientation que je devrais être progressivement réintroduit dans sa vie avec un accompagnement psychologique pour nous deux. Après 2 ans, j'ai finalement pu sortir du centre de détention. Cela aurait dû être un moment de joie pure, de célébration. Mais quand les portes se sont ouvertes et que j'ai vu mes parents m'attendre, une émotion compliquée s'est emparée de moi. Du soulagement? Oui. De la gratitude, sans doute. Mais aussi une colère profonde et un sentiment d'injustice que je n'arrivais pas à nommer complètement. Ma première visite officielle avec Emma a été surréaliste. Elle avait 4 ans maintenant, presque le double de l'âge qu'elle avait quand j'ai été emmené. Elle ne m'a pas immédiatement reconnu. Comment le pourrait-elle? Pour elle, j'étais pratiquement un étranger. Quand ma mère a dit « Regarde, Emma, c'est papa », elle m'a regardé avec curiosité, mais sans la reconnaissance que j'attendais tant. Il a fallu des semaines de visites courtes, de moments soigneusement orchestrés par les psychologues pour qu'elle commence à se sentir à l'aise avec moi. La première fois qu'elle a couru vers mes bras volontairement, j'ai failli m'effondrer. C'était comme récupérer un morceau de mon âme qui avait été arraché. Mais la réintégration dans la société n'a pas été si simple. Même acquitté, même avec la confession d'Élodie, même avec toutes les preuves de mon innocence, les cicatrices sociales restaient. D'anciens amis s'éloignaient encore, des voisins murmuraient encore, des entreprises hésitaient encore à m'embaucher quand elles vérifiaient mon historique accusé d'abus d'enfant. C'est une marque qui ne s'efface pas facilement, même quand elle est suivie par innocenté de toutes les accusations. C'est pendant cette période de réadaptation que j'ai pris une décision. Ce ne serait pas une décision que beaucoup comprendraient. Ce ne serait pas quelque chose que les psychologues recommanderaient, mais c'était quelque chose dont j'avais besoin pour aller de l'avant. J'ai décidé de rendre visite à Élodie. Elle était encore dans la clinique psychiatrique, bien que ce ne soit plus un internement involontaire. Elle était maintenant une patiente volontaire, partie de son accord avec la justice pour éviter la prison. Mon avocat était véhémentement contre cette visite. Mes parents m'ont imploré de reconsidérer. Mais j'avais besoin de la regarder dans les yeux une dernière fois.
J'avais besoin de comprendre si c'était possible. La clinique était un endroit tranquille, avec des jardins bien entretenus et des murs au ton pastel. Rien de semblable au centre de détention où j'avais passé 2 ans. J'ai été conduit à une salle de visite où j'ai attendu presque une demi-heure, presque sur le point d'abandonner plusieurs fois. Quand Élodie est entrée, je l'ai presque pas reconnue. Le visage autrefois vibrant était apathique. Les yeux sans l'éclat intense qui m'avaient tant attiré des années auparavant. Elle semblait plus âgée que ses 24 ans, comme si le temps avait pesé différemment sur elle. Elle s'est assise en face de moi, sans rien dire. Nous sommes restés en silence pendant un long moment, juste à nous regarder. J'avais répété tant de choses à dire. Des accusations, des questions, même des insultes. Mais quand j'ai finalement parlé, ce fut juste une question. Pourquoi ? Elle a regardé ses propres mains, tremblant légèrement. Parce qu'à ce moment-là, j'ai vraiment cru que tu allais me la prendre. Et je ne pouvais pas le supporter. Une pause. Les médecins disent que pendant les épisodes, ma perception de la réalité se déforme, que je crée des scénarios qui n'existent pas, que je vois des menaces là où il n'y en a pas. Ce n'est pas une excuse, a-t-elle continué, me regardant maintenant. Je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je t'ai pris. Je n'attends pas de pardon. Je m'attendais à ressentir de la colère en la voyant, en l'écoutant. Je m'attendais à ce que la haine que j'avais cultivée pendant ces années d'injustice déborde. Mais ce que j'ai ressenti était différent. Un mélange de pitié, de tristesse et, étonnamment, une sorte de soulagement. Je ne suis pas venu ici pour te pardonner, ai-je dit. Je suis venu parce que j'ai besoin d'aller de l'avant. Et pour cela, j'avais besoin de voir que tu es juste une personne malade, pas un monstre. Tout comme je ne suis pas le monstre dont tu m'as accusé. Elle a commencé à pleurer silencieusement. Elle n'a rien dit de plus, moi non plus. Je me suis levé pour partir, mais avant d'atteindre la porte, elle a de nouveau parlé. Emma demande après toi lors des visites supervisées. Elle parle de son père, des choses que vous faisiez ensemble. Elle ne t'a pas complètement oublié. Ces mots m'ont frappé comme une vague. C'était la première fois que quelqu'un me disait qu'Emma se souvenait de moi, du temps avant que tout ne s'effondre. J'ai acquiescé, incapable de parler à cause du nœud dans ma gorge, et je suis sorti. Cette visite a marqué un tournant. Pas parce que j'ai pardonné à Élodie. Je ne sais pas si je serai un jour capable de le faire complètement. Mais parce que j'ai finalement pu voir toute la situation sous un angle différent. Ce n'était pas seulement à propos de moi, de l'injustice que j'avais subie. C'était à propos d'une maladie mentale non traitée adéquatement. À propos d'un système qui a échoué non seulement avec moi, mais aussi avec Élodie et principalement avec Emma. Dans les semaines suivantes, j'ai travaillé avec une détermination renouvelée pour reconstruire ma vie. J'ai trouvé un emploi modeste dans un petit atelier mécanique dans le quartier de Villeurbanne, où le propriétaire ne se souciait pas beaucoup de mon passé, tant que je savais réparer les voitures. J'ai repris mes études, reprenant la formation technique que j'avais abandonnée. Et le plus important, j'ai continué le processus de reconnexion avec ma fille. Chaque petit progrès avec Emma était une victoire. Quand elle a commencé à m'appeler papa spontanément, quand elle m'a demandé de lui lire une histoire avant de dormir, comme dans le bon vieux temps, quand elle a pris ma main en marchant dans le parc de la Tête d'Or. De petits moments qui pour n'importe quel autre père seraient banals, mais qui pour moi étaient des trésors inestimables. La justice pénale a décidé d'être indulgente avec Élodie, considérant son état mental. Elle n'est pas allée en prison, mais ses droits parentaux ont été sévèrement restreints. Elle devrait démontrer de la stabilité pendant des années, avec un traitement continu et surveillé, avant de pouvoir demander des visites non supervisées avec Emma. La garde définitive m'a été accordée, avec mes parents comme gardiens auxiliaires. Ironiquement, cette résolution légale est arrivée rapidement, beaucoup plus rapidement que le processus original qui m'a condamné, comme si le système essayait de compenser pour l'erreur commise en se précipitant pour corriger le tir. Je n'ai pas ressenti de satisfaction avec la punition d'Élodie. Il ne s'agissait pas de vengeance. Pour moi, il s'agissait de récupérer ma vie, de garantir la sécurité et le bien-être d'Emma, de recommencer. Mais recommencer ne signifie pas oublier. Les cicatrices restent dans les regards méfiants d'autres parents. Dans le parc pour enfants, quand je vais chercher Emma à l'école, dans les cauchemars que j'ai encore sur le centre de détention, dans l'hésitation d'Emma quand parfois je parle plus fort ou fais un mouvement brusque. Ces 2 années ont laissé des marques sur nous tous. Le plus difficile a été d'expliquer à Emma, à mesure qu'elle grandissait, ce qui s'était passé.
Comment dire à une enfant que sa mère a inventé un terrible mensonge sur son père? Comment expliquer pourquoi j'ai été absent pendant des années cruciales de sa vie? Les psychologues m'ont aidé à trouver des mots appropriés à son âge, à construire un récit qui ne diabolise pas complètement Élodie, mais qui ne minimise pas non plus ce qui s'est passé. Ta maman est tombée très malade ici, lui ai-je expliqué un jour en pointant la tête. Et quand les gens sont malades comme ça, parfois ils font des choses qui blessent d'autres personnes, même sans le vouloir. Je ne sais pas si c'est la bonne explication. Je ne sais pas si je trouverai un jour des mots qui aient complètement du sens. Comment expliquer l'inexplicable à une enfant? Comment traduire la complexité du comportement humain, de la maladie mentale, du système juridique défaillant en des termes qu'un jeune esprit peut comprendre? Mais j'essaie. Tous les jours, j'essaie d'être le père qu'Emma mérite. Malgré les circonstances, malgré le temps perdu. J'essaie de ne pas laisser l'amertume me consumer, que la colère définisse qui je suis. J'essaie de trouver un chemin vers l'avant qui ne soit pas dominé par le passé. Ce n'est pas facile. Il y a des jours où le ressentiment est si fort que je peux à peine respirer. Des jours où je regarde Emma et vois tous les moments que j'ai perdus. Ses premiers pas assurés, ses premiers mots clairs, ses premiers dessins reconnaissables. Des moments que je ne pourrai jamais récupérer. Mais puis, il y a des jours comme aujourd'hui. Des jours où nous sommes assis sur la place en observant les pigeons, et elle appuie sa tête sur mon épaule avec une confiance si naturelle, si complète, que cela fait que toutes les batailles en valent la peine. Des jours où je me rends compte que, malgré tout, nous avons encore un avenir ensemble. Que je peux encore être le père que j'ai promis d'être quand je l'ai tenu pour la première fois. La vie au centre de détention m'a changé d'une manière que je découvre encore. Dans les premiers mois, j'ai lutté contre une haine si profonde. Haine envers Élodie, envers le système, envers le monde qui a permis que cela arrive. J'en suis venu à planifier ce que je ferais quand je sortirais. Des fantasmes de vengeance qui maintenant me font honte. Mais avec le temps, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai rencontré d'autres hommes là-bas. Certains coupables, d'autres innocents comme moi. Des hommes qui avaient leurs propres histoires, leurs propres traumatismes. L'un d'eux, un homme de 60 ans nommé Robert, est devenu une sorte de mentor pour moi. Il purgeait une longue peine pour un crime qu'il avait réellement commis. Mais il avait trouvé une paix intérieure que j'enviais. La haine ne t'empoisonne que toi-même, me disait-il. La personne que tu détestes ne sait même pas que tu te détruis de l'intérieur. Au début, j'ai rejeté ses conseils. Je pensais que c'étaient des paroles creuses de quelqu'un qui s'était résigné. Mais peu à peu, j'ai commencé à percevoir la sagesse dans ses mots. La haine me consumait, me transformant en quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Et cela, j'ai réalisé, serait la victoire finale d'Élodie sur moi. Ce ne fut pas un processus rapide ou linéaire. Il y avait des jours où je me livrais complètement au ressentiment. Des jours où je pleurais sans arrêt, me rappelant l'expression confuse d'Emma lors des premières visites supervisées. Des jours où je frappais le mur de la cellule jusqu'à ce que mes poings saignent. Mais il y avait aussi des moments de clarté. Des moments où je pouvais entrevoir un avenir au-delà de ces murs, au-delà de la colère. J'ai commencé à lire intensément n'importe quel livre que je trouvais dans la petite bibliothèque du centre. J'ai appris les échecs avec un autre détenu. J'ai commencé à écrire un journal, enregistrant non seulement mes pensées actuelles, mais aussi des souvenirs de temps meilleurs, particulièrement des moments avec Emma. Quand je suis finalement sorti, je m'attendais à ne ressentir que de la joie. Mais la réalité était plus compliquée. J'ai ressenti de la peur du monde qui avait changé, des personnes qui me jugeraient, de la relation avec ma fille qui devrait être reconstruite presque à partir de zéro. J'ai encore ressenti de la rage contre un système qui m'avait si complètement échoué. Et j'ai ressenti une tristesse profonde pour les années perdues, irréparables. Pendant ces premiers mois de liberté, le soutien de mes parents a été fondamental. Ils avaient visiblement vieilli pendant ces 2 ans. Les cheveux de mon père presque complètement blancs, de nouvelles rides marquant le visage de ma mère. Ils ont sacrifié leur retraite, leur paix, pour lutter pour moi et prendre soin d'Emma. C'est une dette que je ne pourrai jamais complètement rembourser. Aujourd'hui, presque 1 an après ma libération, je reconstruis encore. Morceau par morceau, jour après jour, Emma et moi réapprenons à être père et fille. C'est différent de ce que c'était avant. Cela ne pourrait pas être pareil. Mais dans certains moments, quand elle rit de quelque chose que je dis, ou quand elle m'étreint spontanément, je sens que nous créons quelque chose de nouveau, qui peut être tout aussi précieux.
Élodie continue son traitement. D'après les rapports que je reçois régulièrement, elle progresse, maintient la médication, participe aux thérapies. Reconnaissant la gravité de ce qu'elle a fait, ses visites avec Emma sont encore supervisées et limitées, mais se déroulent sans incident. La petite comprend de façon simplifiée que sa mère est malade et a besoin de traitement. Nous n'alimentons pas de ressentiment en elle. C'est une décision consciente que j'ai prise. Quelle que soit ma relation future avec Élodie, elle sera toujours la mère d'Emma. La réintégration sociale a été l'aspect le plus difficile. Des amis qui ont disparu pendant mon temps en détention essaient maintenant de réapparaître comme si rien ne s'était passé. Certains voisins détournent encore le regard quand ils me voient. J'ai dû déménager du quartier de la Croix-Rousse à la Part-Dieu pour trouver un emploi décent. Personne ne semble vouloir donner une chance à quelqu'un qui a été accusé d'un crime contre une enfant, même s'il a été disculpé. Mais il y a de petites victoires. Le nouvel emploi, modeste mais stable. L'appartement simple que j'ai réussi à louer, où Emma a sa propre chambre décorée avec des dessins et des couleurs vives. Le retour aux études, maintenant avec un objectif clair de devenir avocat, pour pouvoir un jour aider d'autres innocents injustement accusés. Et peut-être la plus grande victoire, la capacité de m'asseoir sur cette place, regarder le ciel et ressentir quelque chose d'autre que de la colère et du ressentiment. Ce n'est pas le pardon. Je ne sais toujours pas si j'y parviendrai un jour. Mais c'est une sorte d'acceptation, une compréhension que le passé ne peut pas être changé, mais que l'avenir est encore ouvert, que je peux choisir de ne pas être défini par ce qui m'est arrivé, mais par ce que je fais à partir de maintenant. La justice m'a fait défaut, mais cela ne signifie pas que le concept de justice est inutile. Le système a des défauts, mais cela ne signifie pas qu'il ne peut pas être amélioré. Les gens commettent des erreurs terribles, causant des dommages irréparables, mais cela ne signifie pas que toute l'humanité est condamnée. Emma aura 5 ans le mois prochain. Nous planifions une petite fête. Juste la famille proche et quelques petits amis de l'école. Elle a demandé un gâteau au chocolat avec un glaçage à la fraise, exactement comme celui qu'elle a eu pour son premier anniversaire, avant que tout ne s'effondre. Je ne sais pas si elle se souvient vraiment de ce gâteau ou si ma mère l'a mentionné, mais d'une certaine façon, cela n'a pas d'importance. C'est une connexion avec le passé, une ligne continue malgré la rupture. Il y a quelques nuits, pendant que je lisais une histoire à Emma avant de dormir, un rituel que nous avons repris et qui est maintenant sacré pour nous deux, elle m'a demandé avec la sincérité directe des enfants, « Papa, es-tu encore triste à cause de ce que maman a fait ?» Je me suis arrêté, cherchant les mots justes. « Parfois. Oui, ai-je finalement répondu. Mais ce qui me rend le plus heureux, c'est d'être ici avec toi maintenant. » Elle a acquiescé, comme si cela avait tout le sens du monde. « Moi aussi je suis triste parfois, » a-t-elle dit, « mais j'aime quand nous sommes ensemble. » Dans ce moment simple, il y avait une sagesse que beaucoup d'adultes n'atteignent jamais. La douleur existait, oui, l'injustice s'est produite, mais la connexion entre nous, cet amour fondamental entre père et fille, avait survécu. Endommagé, mis à l'épreuve, mais intact dans son essence. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu as vraiment compris ce que j'ai traversé, j'ai besoin que tu mettes un j'aime à cette vidéo, que tu t'abonnes à la chaîne Témoignages traumatiques, que tu actives la cloche et que tu commentes quelle heure il est dans ton pays pendant que tu regardes ceci. Cela peut sembler une demande étrange, mais savoir que des personnes réelles écoutent mon histoire en temps réel, d'une certaine manière rend tout cela plus supportable, comme si en partageant ce fardeau, il devenait un peu plus léger. Je ne suis pas ici pour me présenter comme un héros ou une victime parfaite. J'ai commis des erreurs tout au long du chemin, des moments où j'ai perdu patience avec Élodie pendant notre relation, des fois où j'aurais pu chercher de l'aide plus tôt, des décisions que j'ai prises dans le feu de l'action. Si j'avais pris des décisions différentes, peut-être que rien de cela ne serait arrivé, ou peut-être que cela serait arrivé quand même. De toute façon, il est impossible de le savoir. Ce que je sais, c'est que rien n'est noir ou blanc dans cette histoire. Élodie n'est pas un monstre unidimensionnel. C'est une personne avec une maladie mentale grave qui n'a pas été traitée adéquatement. Le système judiciaire n'est pas une entité purement malveillante. C'est une structure imparfaite opérée par des humains faillibles, essayant de naviguer dans des cas complexes avec des informations limitées. Et je ne suis pas seulement une victime innocente. Je suis un être humain qui a réagi au traumatisme de la meilleure façon possible. Parfois en réussissant, parfois en échouant. Peut-être que c'est la leçon la plus importante que j'ai apprise.
La vie offre rarement des méchants et des héros clairs. Elle offre des personnes compliquées, contradictoires, capables tant de grande bonté que de terrible cruauté. Et elle offre des choix difficiles, imparfaits, mais les nôtres, à prendre aujourd'hui. Je choisis d'aller de l'avant, sans oublier, mais sans être défini uniquement par ce qui s'est passé. Je choisis d'être le meilleur père possible pour Emma, le meilleur fils possible pour mes parents qui ont tant sacrifié pour moi. Et peut-être un jour un avocat qui pourra aider à empêcher que d'autres passent par ce que j'ai traversé. La tache de café sur le sol de l'appartement où tout a commencé est probablement encore là, mais je ne suis plus à cet endroit. Je suis ici, sur cette place, observant ma fille jouer au loin, construisant une nouvelle vie à partir des fragments de l'ancienne. Et pour aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, c'est suffisant. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, commentez le mot « regarder » ci-dessous. Je répondrai à votre commentaire et je lui donnerai un j'aime. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de mes histoires.